S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est RubyPayer, le numéro 1 du recouvrement communautaire. Leur mission, vous aider à être payé tout simplement. Ils proposent un panel de services en ligne qui vous permettent de réaliser toutes les étapes du recouvrement nécessaire, de l'amiable jusqu'au judiciaire. Le tout couplé à un système de scoring qui vous permet d'anticiper les risques de défaillance de vos partenaires. Ce que j'ai adoré chez RubyPayer, c'est qu'ils rendent accessible le recouvrement à toutes les entreprises, même les plus petites. Il y a une transparence totale sur tous les tarifs, un accompagnement humain à chaque étape et surtout une efficacité dans le recouvrement redoutable. Et pour l'occasion, on en a parlé avec son CEO et fondateur Alexandre Bardin que j'ai reçu, épisode 238 et que je vous recommande. On a beaucoup parlé de la galère des impayés, des coups de pression qu'il a subis justement pour vous proposer un service de recouvrement optimal. Encore une fois, un grand merci à RubyPayer de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Première question toute simple, comment vas-tu Thomas ? Très bien, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Et moi, tu me demandes pas comment ça va ? Si, alors ? Ça va nickel chrome. Oh là là, je voulais faire cette blague, mais il n'est pas rentré dans ma blague. Bah non. Bon, raconte-moi déjà d'où vient cette expression nickel chrome. Allez, un peu d'étymologie. D'où vient la marque Nickel ? Figure-toi que les fondateurs voulaient appeler le projet No Bank, et donc c'était la marque qu'ils avaient trouvée. Et quand ils ont voulu demander la licence à la Banque de France a dit non. Vous allez vous trouver un autre nom. Tellement drôle. C'est eux qui ont mis un veto sur la brand. Ouais, ça a beaucoup peiné les fondateurs qui ont dû chercher une autre marque. Et donc, ils ont décidé Nickel parce que c'est dans le langage courant, populaire. Ça évoque le fait qu'il n'y a pas de problème, que c'est facile, c'est simple. Mais on dit nickel chrome, hein. Alors, Nickel Chrome, c'est l'une de nos cartes. Sinon, nous, on est Nickel. On s'appelle Nickel tout court. Non, mais moi, l'expression, je la connais de nickel chrome, mais je ne sais même pas d'où ça vient. C'est-à-dire que c'est un métal, hein, le nickel. Ni, si je me souviens bien de mes cours de chimie. Mais c'est le nickel tout court. Nickel chrome, ça, c'est effectivement aussi une autre expression populaire. Et on a appelé l'une de nos cartes Chrome. Et comme ça, on a la Nickel Chrome. Bon, t'as appelé une de vos cartes Chrome. Ouais. On parle de nickel, tu me parles de banque, mais spoiler, vous n'êtes ni une banque tradie, ni une banque en ligne. Mais qu'est-ce que vous êtes ? Alors, déjà, je vais te dire pourquoi Nickel, parce que j'ai pas répondu à ta question. Raconte. Nickel, parce que ça évoque donc la simplicité, mais aussi parce que c'est un métal dont on fait les pièces de monnaie, notamment. Donc, ça évoque aussi l'argent. Okay. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait Nickel ? Nickel, on propose l'ouverture d'un compte en 5 minutes à travers un réseau de points de vente qui sont les bureaux de tabac en France et qui sont des commerces de proximité en Europe. Et donc l'idée de pouvoir fournir ce produit qui est nécessaire dans notre vie à tous de la façon la plus simple possible et la plus accessible possible. Je te retitille là-dessus, mais une banque... Et déjà, est-ce que vous êtes une banque ? On n'est pas une banque, techniquement parlant, nous sommes un établissement de paiement. C'est l'une des nouvelles licences et formes d'entreprise. Donc vous octroyez pas de crédit Okay. Non, exactement. Ok, et du coup, comment vous vous inscrivez en opposition à une banque en ligne ? Parce qu'une banque en ligne, pareil, en général, elle n'a pas la licence pour faire des prêts. Enfin, je crois que certains commencent à l'avoir. Mais juste essayer de comprendre vraiment comment tu définis Nickel pour te positionner par rapport à eux. Notre particularité, c'est qu'on est à la fois très digitaux. On est né avec le digital. On s'est lancé en 2014, au moment où il y a eu cette grande vague. Et en même temps, on a un réseau physique de points de vente partenaires qui assure un service de proximité pour nos clients. Et je pense que c'est ça la vraie différence. C'est-à-dire qu'on est à la fois très digitaux, mais également très présents. On a 8400 points de vente en France, 13 500 en Europe. Et donc, on a cette proximité géographique très forte avec nos clients. Vous avez commencé avec le physique ou le digital ? Et après, c'est la dernière question. Après, on va faire un tour dans ta tête et on va revenir sur Nickel et toute l'aventure.
On a commencé avec les deux. On a commencé Donc, directement sur ce modèle-là, Okay. à la fois physique et digital, c'est-à-dire à la fois une solution que tu as dans la poche et très facile à utiliser, et en même temps, si tu veux faire un dépôt d'espèces, un retrait d'espèces, remplacer ta carte parce que tu as perdu la tienne, tout ça, tu peux le faire dans nos points de vente. Et le podcast commence, Thomas. Ma vraie question. Est-ce que tu dors mieux depuis 2019 ou moins bien ? Et pourquoi ? Allez, explique-moi pourquoi 2019. En tout cas, depuis 2019, je vis une aventure passionnante, profondément entrepreneuriale. Et en même temps, dans le groupe BNP Paribas, qui est le groupe au sein duquel j'ai fait l'essentiel de mon parcours. Donc j'ai la chance de vivre à la fois cette aventure de développer une start-up avec un développement très, très rapide, très agile, et en même temps de rester dans ce grand groupe dans lequel j'ai fait l'essentiel de mon parcours. Tu t'identifies plus auprès d'anciens collègues de BNP qui font toute leur carrière ou auprès d'entrepreneurs qui veulent absolument monter des boîtes aujourd'hui ? Je dirais des deux. Vraiment, je veux surtout pas opposer les uns aux autres. Okay. Je pense que diriger une entreprise, ça demande beaucoup de qualité que parfois tu peux avoir quand tu es salarié, cadre dans un grand groupe, mais aussi quand tu démarres de zéro un projet. Je pense que voilà, les compétences peuvent être assez complémentaires. J'espère réunir un certain nombre d'entre elles, en tout cas. Tu te sens entrepreneur ou pas ? Un petit peu quand même dans ton activité aujourd'hui, au quotidien. Oui, ouais. Clairement. Mais déjà, chez BNP Paribas, j'avais aussi ce côté un peu entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est probablement aussi pour ça que le groupe BNP Paribas m'a proposé de prendre la direction de Nickel. Raconte un petit peu ce que tu faisais chez BNP Paribas. Et surtout, d'ailleurs, tu dis BNP t'a proposé, spoiler, tu as passé des entretiens. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un argument qui a fait mouche. Et tu vas nous en parler. Mais ouais, comment on se prépare à devenir CEO d'une start-up en réalité, non ? La boîte, elle avait quoi, 7 ans à ce moment-là ? Oh, même pas, non. Quand j'ai pris la direction de l'entreprise, elle avait à peine 5 ans. 5 ans, ok. Ouais, 2014, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, comment on se prépare en fait à ça ? Est-ce que tu peux revoir des trucs dans ton parcours, tu vois, qui plantent la graine de l'entrepreneuriat ou du CEO dirigeant ? D'abord, je pense que quand j'étais jeune, déjà, j'avais cette fibre entrepreneuriale. J'arrêtais pas de saouler mes parents. Alors, il y en a qui saoulent parce qu'ils veulent être pompier ou pompiste. C'était à l'époque les projets qu'avaient mes potes. Pas très 2025 ou non, 2026. Pas très 2020, tu vois, c'est un peu boomer, mais moi, j'avais déjà le projet de piloter une entreprise. Voilà, c'était quand j'en parlais à mes parents, ça peut C'est paraître quoi tes un peu... rêves à ce moment-là ? Je sais pas, j'aimais ce côté développer un projet avec des équipes et de contribuer à apporter des solutions à tes clients. Voilà, j'aimais ça profondément. Et donc, j'avais déjà cette idée de l'entrepreneuriat très jeune. Et puis ensuite, j'ai fait une école de commerce qui m'ont préparé aussi un petit peu à ça. Et ensuite, au sein du groupe BNP Paribas, j'ai toujours aimé les postes où j'avais à la fois une forte autonomie, des vrais projets de développement, tout en étant accompagné par des équipes très larges, sous ma responsabilité, à côté de moi, au-dessus. Voilà, donc, t'as passé combien de temps dans le groupe avant de rentrer chez Nickel ? J'y suis rentré en 1997 et j'ai pris la direction de Nickel en 2019. Donc, tu vois, j'ai passé 22 ans... Incroyable. Je vais juste faire un petit tour dans la tête de Thomas, bébé ou enfant. Tu disais que tu voulais monter une boîte ou du moins tu vas monter un produit ou en tout cas un projet avec des équipes. C'est quoi tes rêves quand t'es petit ? Je sais pas si c'est tes parents ou est-ce que quand je te dis tes rêves, c'est qui fait ça que tu connais ? À qui tu peux t'identifier à ce moment-là ? Effectivement, j'avais mon père qui dirigeait un service dans une usine sidérurgique. Et j'aimais beaucoup ça. Ça m'arrivait, enfant, de venir avec lui parce qu'il allait au travail parfois le samedi et mes parents n'avaient pas de solution pour me garder, donc j'allais avec lui. Okay. Et je trouvais ça assez fascinant de voir tout un service fonctionner en équipe, etc. Ça me plaisait beaucoup. Et je pense que l'idée, elle est venue de là, de se dire, tiens, diriger une équipe et l'amener à réaliser des objectifs, à servir des clients. Voilà, c'est ça qui me plaisait. Tu rentres chez BNP en 97, tu diriges une équipe à ce moment-là ? Non. Quand je rentre chez BNP Paribas, d'abord je rentre stagiaire. Tu vois, je finis mes études, je suis stagiaire et puis je suis embauché pendant mon stage. Et j'étais dans les équipes marketing. Voilà, j'étais chef de produit. Okay. Et en fait, dans mes études, j'avais fait une double spécialisation marketing-banque. Voilà, et donc je rentre en tant que chef de produit chez BNP Paribas. Raconte-moi à quel moment tu commences à diriger une équipe. À quel moment tu te dis... le Thomas de quand j'étais petit, il est content parce que là, je suis à la bonne place.
Je suis arrivé à ce que je voulais faire. À quel moment ça arrive? Je pense que c'est vraiment quand j'ai pris la direction de Nickel, c'est vraiment là que je me suis dit que je suis au bon endroit. Et ça fait 7 ans que je suis à ce poste-là. Et on a encore plein de projets pour l'avenir. Donc vraiment, je pense que c'est dans ce poste où je me suis le plus épanoui probablement. Après, j'ai aimé tout ce que j'ai fait chez BNP Paribas et je dirais que le management, ça s'appprend petit à petit. C'était une succession. Ouais. Voilà, exactement. J'ai d'abord commencé par manager une stagiaire et puis ensuite une toute petite équipe et puis ensuite ça a grossi si tu veux. Passion humain, tu dirais. Passion, faire grandir des gens dans un but commun. Ouais, je pense qu'une qualité que je peux avoir, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Et ça m'a toujours beaucoup porté de réaliser des projets collectivement. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je te la pose différemment, mais tu es obligé de me donner une réponse sur celle-ci, Thomas. Qu'est-ce qui manquait dans ton expérience chez BNP Paribas que tu as trouvé chez Nickel? Je pense à un degré d'autonomie qui est sans précédent. Quand BNP Paribas a racheté Nickel, BNP Paribas avait conscience que le succès de Nickel venait de l'agilité et de cette forme de liberté, d'innover. Et donc, ils ont à tout prix voulu préserver ça. Et donc, j'ai une liberté aujourd'hui d'entreprendre chez Nickel qui est beaucoup plus large que ce que j'avais dans mes expériences précédentes. Liberté égale responsabilité, on va pas se mentir. Exactement. Et c'est drôle, je reconnecte avec ton papa qui bossait le samedi. Donc j'ai l'impression que c'est un truc que tu avais pris pour acquis. C'est quoi ta responsabilité aujourd'hui? Et qu'est-ce qui te fait peut-être un petit peu... qu'est-ce qui te met un petit peu de pression dans ton job au quotidien de CEO? C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la liberté que je peux avoir au sein du groupe pour amener Nickel à se développer, c'est aussi autant de responsabilité. C'est-à-dire que j'ai personne derrière qui m'abriter en disant non, c'était sa responsabilité, c'était pas la mienne. Okay. Et donc c'est la première fois que tu es en ligne de front, tu dirais? Ouais, vraiment. C'est la première fois de ta carrière. Et donc tu as toujours le risque que quelque chose que tu n'as pas vu puisse un jour arriver. Il y a des milliers de risques autour de nous. D'ailleurs, ça m'arrive parfois d'y penser, de me dire, et si ça se passait, qu'est-ce que je ferais? Donc voilà, cette responsabilité-là, ça crée aussi une forme de stress, mais aussi une forme d'excitation. Mais on va reboucler de manière. Le but de ce podcast, c'est qu'à la fin, on comprenne bien ce qui t'excite dans ce job qui peut enlever quelques heures de sommeil à beaucoup de personnes, mais qui, je pense, les rend heureux. Car oui, l'entrepreneuriat est dur, mais je pense qu'aussi, il participe même au bonheur de certaines personnes. Raconte-moi comment tu es devenu CEO. Et ça, je te pose la question parce que concrètement, BNP Paribas n'est pas allé chercher un employé et a dit « Ok, on va te mettre là », sachant que Nickel est une start-up à la base. Est-ce que tu te sentais légitime? Comment tu es rentré dans ces process de sélection? On va en parler un petit peu. Après, j'ai plein d'autres questions dedans. Mais raconte un petit peu, ouais. D'abord, chez BNP Paribas, donc, j'ai fait un premier parcours en marketing. J'y suis resté 3 ans. Puis ensuite, je suis allé à l'inspection générale, qui est l'audit interne de la banque, mais qui m'a permis de voyager dans le monde entier, dans tous les métiers du groupe BNP Paribas. Et surtout, j'ai été amené à être en contact avec les dirigeants de nombreuses filiales, entités du groupe. Donc, j'ai beaucoup appris à leur contact en les voyant faire. Et puis ensuite, je suis parti en Ukraine où j'ai eu à piloter le plan de transformation d'une banque locale que BNP Paribas venait de racheter. Ça, c'était en 2006. Et donc là aussi, j'ai vécu en proximité immédiate de la direction générale de cette filiale. Et ensuite, on m'a confié une filiale du groupe qui était BNP Paribas en Guadeloupe. Et donc donc j'ai été directeur général une première fois d'une filiale du groupe. Donc j'ai vécu 3 ans et demi là-bas. Et puis ensuite, donc j'ai dirigé une partie du réseau d'agences en France, dans la région centre. Ensuite, j'ai piloté l'ensemble des filiales outre-mer du groupe. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de diriger Nickel. Donc j'avais déjà eu à diriger des entités ou des filiales du groupe. Et je pense que j'avais développé une culture managériale qui faisait que BNP Paribas s'est dit que c'était compatible avec Nickel. Ouais, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Mais ce qui est marrant, et c'est peut-être à ça à quoi tu faisais référence tout à l'heure, mais j'ai passé aussi des entretiens avec les fondateurs au moment d'arriver chez Nickel, parce que BNP Paribas ne voulait pas décider seul de qui allait prendre la direction de Nickel. Donc, ils ont proposé mon nom parmi d'autres. Et donc, j'ai dû convaincre l'un des fondateurs que j'étais la bonne personne. T'es arrivé en finale. Je suis arrivé en finale, exactement. Vous étiez 3. 4? Ouais. Pourquoi ils t'ont choisi? Alors pourquoi ils m'ont choisi? Fais pas le mec humble. Là. Je dis souvent parce que j'étais le plus motivé. Et ça, je suis convaincu de ça.
Les fondateurs, ce qu'ils voulaient, c'était à la fois quelqu'un qui ait évidemment une expérience managériale, ce que j'avais déjà, mais les autres candidats aussi probablement. Mais ils souhaitaient aussi quelqu'un qui soit capable d'aller au contact des buralistes sur le terrain, d'aller passer des week-ends en assemblée générale de buralistes, de se sentir à l'aise dans un bureau de tabac, comme auprès de la direction générale de BNP Paribas. C'est-à-dire d'être capable de s'adresser sur le terrain à nos clients dans un point de vente, un bureau de tabac, et parler à la direction générale du groupe. Donc, et j'ai réussi à les convaincre de ça. Mais et justement, la manière dont tu les as convaincus, il me semble qu'il y a une petite anecdote, une dernière question qu'il t'a posée, qui n'a peut-être rien à voir. Et tu m'as dit, je crois que c'est ça qui les a convaincus. Ouais, exactement. Je pense que ce qui les a convaincus, c'est que je leur ai raconté, et c'était vrai, que quand j'étais en Guadeloupe, j'arrivais sur un territoire qui est certes la France, mais qui a aussi ses particularités culturelles très fortes. Bien sûr. Et pour m'imprégner de ce territoire, j'avais d'abord voulu comprendre le créole, et puis je m'étais impliqué dans 2 associations qui venaient en aide à des jeunes en difficulté. Une association juste à côté de chez moi notamment. Et donc j'y ai passé un peu de temps dans ces associations, notamment les week-ends, pour aider à l'organisation d'une compétition, parler de ce que je faisais à ces jeunes, enfin voilà, leur apporter une forme de nouvel horizon. Et donc quand je racontais que j'ai passé une partie de mes week-ends, une partie de mon temps libre en Guadeloupe à faire ça, ils se sont dit, bon, c'est bon, le gars, il est prêt, il est sur le terrain. Donc, c'est ça qui a fait la différence. C'est le terrain, tu dirais ? Ouais. Est-ce que c'est pas aussi le fait de... C'est bête, hein, mais là, on va se mettre dans les chaussures des fondateurs, de se dire qu'ils refilent le bébé à quelqu'un qui est déjà axé sur la transmission, qui est déjà là à vouloir faire élever des personnes en interne, mais aussi des assos, quoi. Ouais, peut-être, effectivement. Je pense que je les ai convaincus du fait que j'étais capable de m'adresser à tout le monde, y compris à des jeunes en difficulté, comme à la direction d'un grand groupe. Et aussi, effectivement, en fait, l'un des fondateurs m'a dit, Riyad Boulanoir, pour pas le nommer, quand je suis arrivé chez Nickel, il m'a dit, écoute, tu ne nous dois rien, maintenant c'est toi qui vas faire grandir Nickel, donc j'ai aucun conseil à te donner, tu en feras ce que tu jugeras utile de faire, et nous on a 100% confiance en toi. Et donc tu disais, ce syndrome de l'imposteur, il m'a tout de suite décomplexé. Tu t'es senti légitime direct. Du coup, il m'a tout de suite légitimé, et je me suis dit, mais en fait, c'est cool, quoi, tu vois, lui-même me dit que j'ai rien à lui prouver, et que maintenant c'est à moi de porter cette entreprise parce qu'on croit en moi. Et donc ça m'a vraiment mis à l'aise. C'était à mon premier jour chez Nickel. T'aurais monté Nickel ou pas ? Non, je pense que j'aurais pas eu l'idée parce que et c'est là où je pense que c'est important de s'entourer d'une équipe aussi très diverse, avec des expériences très diverses. Et je crois beaucoup en ça dans la peau d'un dirigeant, de savoir s'entourer et ne pas s'entourer que de gens qui pensent de la même façon. Et finalement, aucune banque n'a pensé à faire Nickel, en fait. Et aucun banquier n'a pensé à faire Nickel. Il a fallu que ce soit... Quand tu dis penser, est-ce que c'est penser ou est-ce que les gens y ont pensé et ne se sont pas projetés sur l'exécution, tu vois ? Ouais, tu as raison, c'est un peu des deux. D'abord, je pense que très peu y ont pensé, et ceux qui y ont pensé n'ont pas osé le faire. C'est ça la vérité. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Et quand t'en as parlé avec lui, parce que on en a un petit peu parlé en off, mais eux, ils voulaient quitter le navire. Pourquoi ? Et pourquoi il te dit qu'il n'y a entre guillemets, aucun compte à rendre ? Pourquoi il te dit ça à ce moment-là ? Alors qu'on sait tous que quelqu'un qui monte sa start-up, souvent on dit c'est son bébé. C'est un peu dur de filer le bébé à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non, vraiment, c'était leur bébé. Et d'ailleurs, Riyad dit souvent... Nickel m'a mangé mes rêves pendant plusieurs années. Donc il a vécu Nickel matin, midi, soir, nuit. Et en fait, pourquoi les dirigeants de Nickel qui voulaient quand même appeler l'entreprise No Bank, on l'a dit tout à l'heure, et qui avaient fait des slogans, le compte sans banque, etc. Pourquoi ils vendent à BNP Paribas ? Pour revendre à une banque, évidemment. 3 ans plus tard, 3 ans après le lancement, c'est quand même étonnant. Et en fait, ils l'ont fait parce que l'entreprise avait tellement grossi qu'ils étaient un peu dépassés par leur propre succès, et ils se sont dit, pour pérenniser le développement de Nickel, peut-être qu'il faut s'entourer d'experts de ce métier-là, et quoi de plus d'experts qu'une banque. Et donc c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Et on y arrive, c'est cette bascule, moi, qui m'intéresse.
il y a des fondateurs, si je comprends bien, ces fondateurs étaient vraiment là sur la première partie et toi, tu arrives sur cette deuxième partie. Je t'ai posé la question, mais est-ce que toi, tu aurais fait cette première partie? Visiblement, pas forcément. Qu'est-ce qui fait que tu es bon sur cette deuxième partie? Et sans forcément parler pour eux, mais eux, cette deuxième partie de croissance ne les intéressait pas. Pourquoi toi, tu es bon là-dessus? Et c'est pas que de l'humain. Je t'embête un petit peu, mais là, on est sur d'autres enjeux, quoi. Non, justement, je pense que j'ai apporté aussi la compétence d'un banquier sur un projet qui commençait à accumuler aussi quelques risques. Et en fait, nous, on a des clients qui nous confient ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur argent. Et donc, on se doit d'être exemplaire, si tu veux. Il est hors de question que quelqu'un qui nous confie son argent ne puisse plus le dépenser ou ne puisse pas retrouver cet argent. Et quelque part, c'est le métier d'une banque. Et donc, j'apportais ce bagage-là, cette compétence. Et en même temps, je me suis aussi inscrit dans les pas des fondateurs en veillant à préserver tout ce que eux avaient fait en termes de valeurs, de culture d'entreprise, etc. Donc, j'ai vraiment pris soin de me mettre dans leurs pas en apportant cette compétence et ce bagage de 22 ans d'expérience au sein d'un groupe bancaire. Voilà. Nickel, c'est la culture, c'est Nickel aujourd'hui ou c'est plus BNP Paribas? Qu'est-ce que tu dirais? Parce que t'as un peu des deux quand même en toi. Oui, bien sûr que j'ai des deux. Et d'ailleurs, je trouve que le succès de Nickel repose aussi beaucoup sur le soutien de BNP Paribas, si tu veux. Donc vraiment, je pense qu'on doit tous être très fiers du soutien que nous apporte ce grand groupe. Mais la culture, elle est restée très Nickel. C'est quoi? C'est plus d'agilité, tu dirais, peut-être que dans un gros groupe avec beaucoup de process. On rappelle, je crois, BNP Paribas, parce que j'ai le chiffre en tête, je me la pète, c'est 183 000 collaborateurs. Ah, tu m'impressionnes. Je te le dis, à moins que je dise des bêtises et que là, on vienne me taper dessus sur les doigts. J'arrondis à 200 000 souvent. Ah non, il me semble que c'est 183 000, si je me souviens de mes interviews. Mais ouais, elle est où la différence de culture? Je veux juste essayer de comprendre. La différence, elle tient à plusieurs choses. Elle tient d'abord à notre histoire, le fait qu'on est né récemment et que donc les équipes aussi, si tu veux, chez Nickel, il n'y a personne qui a plus de 12 ans d'ancienneté, grosso modo. La boîte à 12 ans, quoi. Voilà, donc déjà, ça fait quand même une grosse différence. Le fait aussi que l'âge moyen est beaucoup plus jeune, les aspirations des équipes sont un peu différentes aussi. Il y a plus de turnover, tu dirais, que dans un grand groupe, peut-être? Non, pas forcément. Mais en tout cas, si tu veux, nous, on a choisi nos équipes assez récemment et les équipes nous ont choisi aussi assez récemment. Donc, il y a cette espèce de lune de miel encore qui est très forte, qui est plus difficile à entretenir quand tu as 40 ans de maison, si tu veux. Voilà, donc je pense que c'est plus facile aussi pour Nickel de garder cette culture avec beaucoup d'engagement des équipes, etc. Il y a une très forte fierté aussi du produit et de l'offre et de l'utilité sociale de Nickel sur le marché. Ça, c'est une conviction très forte des équipes. Et évidemment, on a cette culture d'agilité, cette organisation-là qui est là depuis le début. Qui est très start-up, exactement, plutôt que grand groupe. Voilà. Okay. Et ça, on veille surtout à bien entretenir cette dynamique. D'ailleurs, on essaye aussi de diffuser une partie de cette culture chez BNP Paribas. Et ça intéresse beaucoup le groupe aussi, si tu veux, qu'on partage notre expérience chez Nickel, qu'on leur partage notre expérience. Voilà, donc la culture, elle est restée très, très Nickel. Et d'ailleurs, si tu vas dans nos locaux, tout est en orange et tu verras pas beaucoup la marque verte, mais on le travaille comme ça. Tu peux m'en parler de 30 secondes de ça, la strat, lors du rachat par BNP Paribas, je crois que c'est 2017, c'est ça? 2017, ouais. Ouais, pourquoi avoir gardé le branding Nickel? Voilà, je pense aussi, je crois qu'il y a eu Hello Bank, c'est la même chose. C'est toujours des marques à part, même si elles sont rattachées au groupe. Ouais, le deal qui s'est fait entre les fondateurs et BNP Paribas, je le disais, les fondateurs, ce qu'ils cherchaient, c'est pérenniser le développement de Nickel. En se disant, on a eu un tel succès. En fait, je vais te raconter une petite histoire que je raconte souvent aux équipes. Les fondateurs, quand ils ont créé Nickel, d'abord, toutes les études marketing disaient que ça marcherait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'aucune banque s'est lancée, en se disant, mais ça marchera jamais. Les études marketing, elles disaient deux choses. Elles disaient d'abord, personne fera confiance à un bureau de tabac pour déposer son argent. Et donc, on a vu que c'est faux. Mais comme ça s'était jamais fait, les études marketing, elles ont mal appréhendé ça. Et personne n'acceptera de payer 20 € par an, parce que c'était le prix à notre lancement, pour avoir un compte, alors qu'il existe d'autres offres gratuites. Donc, les études marketing, elles étaient pas bonnes du tout. Donc, les fondateurs, ils ont été prudents. Ils se sont dit, allez, on va viser 150 000 clients. Et 3 ans plus tard, ils avaient 500 000 clients.
Et en fait, il s'est passé ce qui se passe si toi, tu organises ton anniversaire, que tu invites 15 personnes et qu'il y en a 50 qui viennent. Ouais, c'est rarement arrivé, mais non, mais si ça arrive, en tout cas, ça va mal se passer parce que ça va être trop petit chez toi, il y a pas assez à boire, à manger, ça va faire trop de bruit, les voisins vont se plaindre, voilà. Donc c'est une autre soirée en fait. Et c'est une autre soirée, c'est un autre délire. Okay. Exactement. Et donc, à un moment donné, ils se sont dit, il se passe quelque chose et c'est un autre délire. Et peut-être qu'il faut le professionnel d'une organisation de soirée pour s'occuper de ce projet-là. Et donc, ça a grossi trop vite pour eux en fait. Oui, d'une certaine façon. Ça a dépassé leurs espérances. Exactement. D'une certaine façon, ils sont arrivés à un moment où il commençait à y avoir des incidents, des risques qui probablement les dépassaient un peu. Et puis, il commençait aussi à y avoir des dissensions parce qu'il a fallu plus d'une centaine d'associés pour créer Nickel. Okay. Et à un moment, tu vois, chacun avait son idée, etc. Donc, ça devenait un peu difficile pour les fondateurs. Et donc, je pense qu'ils ont voulu dire, si on veut vraiment pérenniser le projet, confions-le à des professionnels. Et des professionnels qui sont déjà associés avec plein de personnes. Juste quand tu dis une centaine d'associés, c'est quel genre d'associés ? Il y avait de tout. Il y avait des business angels jusqu'à certains fonds. D'accord, ok. Donc là, tu parles vraiment associés financiers, et business. Je veux comprendre une petite chose quand tu es arrivé dedans. Tu peux me parler de tes premiers jours, s'il te plaît ? Si je te pose la question, elle est toute simple. Est-ce que les fondateurs étaient encore avec toi ? Parce qu'ils ne sont plus aujourd'hui opérationnels. Et toi, raconte-moi juste, ok, c'est super, on t'a dit oui, à la fin, tu as réussi à convaincre les fondateurs, évidemment BNP Paribas, mais c'est une nouvelle aventure qui commence pour toi. Exactement. Comment on pose Déjà, est-ce qu'on laisse tomber le costard-cravate dès le premier jour ? Je sais pas si je l'ai fait. Déjà, je l'avais plus trop chez BNP Paribas. Ouais, à Guadeloupe, peut-être que c'était pas trop imposé. Non, déjà, en Guadeloupe, il n'y avait plus de cravate, ça c'est sûr. Et puis non, j'ai. Attends, directeur des filiales à Paris, quand ton dernier poste. Je venais déjà en jean au boulot. Okay. Ça a peut-être aussi. Ça fait peut-être partie des trucs, tu vois, où les dirigeants se sont dit, tiens, il y a peut-être une compatibilité de culture. Non, j'avais déjà un peu tombé la veste quand même, d'une certaine façon. T'étais pas encore casquette à l'envers. Mais j'avais encore un col. De chemise. Voilà. Que je ne vois pas. que je n'ai plus là. Donc voilà. Ouais, ton arrivée, ça se passe comment en vrai ? Ouais, en fait, un peu de stress quand même, non ? Ouais, forcément, mais aussi beaucoup d'excitation. Enfin, honnêtement, j'ai pas souvenir que c'était un moment difficile pour moi, mon arrivée. D'abord parce que les équipes m'ont super bien accueilli. Okay. Les fondateurs aussi, je te l'ai dit, quand Riyad me dit ça. Il y a encore un des fondateurs qui est encore très impliqué dans l'entreprise, qui est Hugues Lebret. Et en fait, l'entretien, c'est avec Hugues que je le passe. Et donc, c'est Hugues qui me valide in fine. Et puis, j'ai l'occasion d'avoir quelques discussions avec lui avant d'arriver. Donc, il me donne déjà pas mal de conseils. Et puis ensuite, je suis accueilli par toute l'équipe de direction de façon remarquable. Enfin, je me suis tout de suite senti intégré. Et j'ai pas senti un si gros décalage entre ma propre culture et celle qui existait déjà chez Nickel. Si tu veux, le match s'est fait assez simplement, assez naturellement. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consacré beaucoup de temps à aller dans tous les services de l'entreprise pour comprendre comment chacun travaillait, c'était quoi leur métier, etc. Parce que là... Non, j'allais dire, vas-y, mais elle dure combien de temps cette phase ? Et ouais, c'est quoi l'enjeu aussi d'aller leur parler ? Ouais, ça a duré 3 mois. Ouais. Okay. Le temps de pouvoir faire le tour de tous les services, d'aller sur le terrain, d'aller dans des bureaux de tabac. Je dirais au total, ça m'a pris 3 mois. Après 3 mois, il se passe quoi ? Et là, je vais rentrer un petit peu dans les enjeux. Tu ne nous l'as peut-être pas expliqué, enfin, un petit peu côté Nickel, mais aussi côté groupe. Essayer de comprendre, je pense que ça faisait partie du rachat. Donc, si je comprends bien, 2017, rachat. 2019, tu arrives, donc il y a eu 2 ans de passation. C'est quoi l'enjeu pour Nickel et pour BNP Paribas, le groupe ? Donc au moment où j'arrive, donc c'est vrai que je fais ces 3 mois pour bien comprendre l'organisation. Et puis ensuite, on me pose la question que tu poses là, c'est-à-dire c'est quoi le projet pour Nickel sur les 5 prochaines années ? Et donc je vais m'attacher à déterminer notre stratégie pour 5 ans, notre plan stratégique. Et ça, comme moi j'arrive, je décide de le faire de façon très collective. Donc on organise des tas d'ateliers, de groupes de travail avec les équipes, on interroge des clients, des bureaux de tabac. Donc on fait un travail très collectif pour se dire c'est quoi Nickel sur les 5 prochaines années. Alors ça c'est hyper excitant parce qu'on imagine plein de trucs, des trucs très fous. C'est quoi la pire idée ?
La pire idée qu'on ait eue. Tiens, à un moment, on s'est dit, on va aussi vendre des abonnements téléphone mobile. Ça se fait déjà dans les buralistes. Mais ça se fait déjà dans les buralistes. Mais autant maximiser l'offre. Voilà. Ok. Voilà, bon, ça fait parmi les idées peut-être les plus éloignées de notre métier qu'on a pu avoir. Et sur les objectifs, c'est quoi ? C'est, allez, si je grossis le trait, c'est augmenter le chiffre d'affaires et faire de la croissance. Est-ce que c'est augmenter le panier moyen ? Est-ce que ta mission, c'est d'abord de valider la satisfaction client ? C'est aller te signer des nouveaux clients ? Là, tu me parles de potentiellement un nouveau produit, donc carrément proposer encore un autre service et faire de l'upsell. J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que ça part d'un objectif chiffré en termes de croissance peut-être, et qu'ensuite tu vois les différentes possibilités. Et je veux bien que tu m'en parles un peu. Alors d'abord, bon, quand BNP Paribas rachète en 2017, ils construisent un business plan qui lui-même est sur 5 ans. Respecté ou pas ? C'est un peu... je vais y venir. Du coup, c'est un peu une base de départ quand même pour moi, ce business plan. Mais il se trouve qu'entre 2017 et 2019, les fondateurs, déjà, ils passent la main à une autre équipe quand même. Ils amènent du sang neuf dans l'entreprise, justement pour faire face aux défis qu'ils affrontent d'une croissance peut-être un peu trop rapide. Et donc à ce moment-là, il y a 2 personnes qui rejoignent Nickel, qui sont Arnaud Giraudon, qui a notamment été l'un des fondateurs de Fortunéo, et Jacques-Olivier Schatz. Et donc eux arrivent, groupe, hein. Eux déjà, ils avaient commencé à essayer de consolider ce qui devait l'être pour faire en sorte que Nickel puisse servir beaucoup plus de clients que prévu. Et moi, j'arrive une fois que ce travail a déjà bien été entamé, et donc du coup, j'ai la liberté de pouvoir repartir sur un nouvel horizon de croissance. Alors qu'eux, c'était plutôt attaché à consolider les bases pour faire en sorte que Nickel soit plus solide que Nickel ne l'était en 2016-2017. Donc toi, tu n'avais pas forcément à challenger presque la qualité de service et de la satisfaction client. Pour toi, elle était déjà saine, quoi. Ouais, exactement. Ok. La boîte avait été assainie et la satisfaction client était déjà top niveau. Et on a un flux naturel d'ouverture de compte qui est déjà très fort. Je t'ai oublié de te demander, donne-nous les quelques chiffres. Vous ouvrez, vous avez fait 500 000 au bout de 3 ans, tu me disais, avec un objectif de 150 000. Donc je crois qu'on est pas mal. Bon, là, tu n'y étais pas encore, mais voilà. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais depuis, vous avez fait quoi ? Dis-moi les chiffres que vous pouvez nous donner. Quand j'arrive, il y a 1,2 million de comptes ouverts. Et aujourd'hui, on va bientôt atteindre les 5 millions. Voilà. C'est l'effet Thomas ? Non, c'est l'effet de toutes les équipes. Allez, je te pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de 1.2 à 5 ? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit ? Et je sais qu'il n'y a pas une secret sauce, c'est plusieurs aspects, mais dis-moi un petit peu en fonction des objectifs, des choses mises en place, qu'est-ce qui a fait que ça a marché et qu'est-ce qui a fait que d'autres choses n'ont peut-être pas marché ? Ce qui a fait que ça a marché, c'est d'abord qu'on s'est fixé les bons objectifs en 2019, quand je suis arrivé, avec l'équipe qui m'accompagne. Donc réalisable à ce moment-là ou pas, les objectifs ? Oui, ceux qu'on se fixe, en tout cas, nous, on y croit très fort. Ils paraissent hyper ambitieux. D'ailleurs, je suis pas sûr que les fondateurs eux-mêmes ou même le groupe BNP Paribas y croient lorsqu'on leur présente notre ambition. Qu'à ce moment-là, on se dit, nous, on veut cibler 4 millions de comptes ouverts à l'horizon 2024. Et en même temps, on leur demande pas d'argent pour le faire. Donc, on dit, on est capable d'autofinancer cette croissance-là. Et donc, si tu veux, je pense que des 2 côtés, ils nous disent, écoute, allez-y, on vous regarde, et puis on verra bien. Et finalement, cet objectif, on l'a tenu. Donc ça tient à la force du plan. Je l'ai dit, en 2019, on imagine plein de choses. Et finalement, on décide de se concentrer sur 2 choses. La première, c'est de se dire, nous, ce qu'on fait le mieux, c'est ouvrir des comptes. Et d'ailleurs, on ouvre plein de comptes déjà aujourd'hui. Donc, on va faire en sorte de pouvoir accueillir encore plus de monde. Et d'améliorer notre parcours d'ouverture, d'étendre notre réseau de points de vente, d'étendre nos budgets marketing pour accueillir plein de monde. Ça a très, très bien marché, tout de suite. Et puis, la deuxième chose qu'on se dit, c'est que finalement, ce qui a fait le succès de Nickel en France existe aussi à l'étranger, c'est-à-dire le fait que les banques ferment massivement des agences, le fait que ouvrir un compte bancaire, c'est compliqué, le fait que la banque, ça coûte cher. Tout ça, ce sont des choses qui existent partout en Europe. Et donc, on s'est dit, ce qui a créé les éléments du succès de Nickel en France existe aussi en Europe. Et donc, on veut se développer à l'international. Et donc, on a ouvert 4 nouveaux pays, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne. C'est ça le cœur du plan stratégique. Et ça, on l'a très bien exécuté. Vous ouvrez quand le premier pays ? On l'ouvre en 2021.
À quel point c'est quel pays? L'Espagne. On commence par l'Espagne, ok. Ah, attends, je te pose la question. Mais nous, Français, en plus avec notre argent, on ressemble plus aux pays du Sud ou aux pays du Nord en Europe? Ouais, c'est difficile à dire. Tu parles à un franco-marocain, donc Ouais. sois gentil, ne sois pas méchant avec nous, sudistes de l'Europe, mais vas-y. En fait, je sais pas si on a plus de points communs avec les Espagnols qu'avec les Allemands dans la façon dont on gère notre argent, mais chaque pays a ses traits culturels très forts. Et dans chaque pays, il y a des fortes particularités dans le rapport qu'on a avec l'argent ou avec le secteur bancaire en général. Donc il a fallu que dans chacun de ces pays, on s'adapte. Et je suis pas sûr que l'Espagne ressemble finalement beaucoup plus à la Belgique, que la France ressemble plus à l'Espagne qu'à la Belgique ou à l'Allemagne. C'est difficile à dire. Ouais. Ok. Et allez, tu peux nous parler de quelques galères? Je veux connaître, moi, les galères. Bah, les galères, c'est que en fait, quand tu décides de te développer à l'international, tu mesures pas toujours la complexité dans laquelle tu te lances. T'as beau te dire, bon, ça va pas être facile, mais tu minimises toujours quand même la difficulté. Donc, ouais, on a découvert... en fait, dans chacun des pays, on a découvert des freins qu'on n'avait pas imaginés au départ. Qu'on n'a même pas forcément en France, d'ailleurs. Exactement. Je vais te prendre un exemple. Ouais. Et puis en plus, il faut avoir en tête qu'on est quand même une entreprise française qui se développe dans un autre pays. Et donc, les acteurs locaux te font pas de cadeaux. Donc, voilà, je vais prendre un exemple très simple. En Espagne, il y a un produit qui est très utilisé par les Espagnols pour payer et pour se transférer de l'argent. Ça s'appelle Bizum. Et aujourd'hui, les banques espagnoles, elles bloquent pour que Nickel puisse proposer cette offre-là. Mais voilà, c'est un des éléments parmi d'autres, une difficulté qu'on n'avait pas imaginée au départ, si tu veux. Donc au début, vous ne laissez pas Nickel parce qu'il y avait cette solution qui existait déjà, qui était prédominante. Ils nous ont laissé arriver en Espagne, mais ils nous ont dit vous ne pouvez pas utiliser Bizum. Et vos clients ne peuvent pas utiliser Bizum. Donc voilà, bon, c'est un des freins qu'on peut avoir. Mais vraie question, vous avez contré ça comment? Comment vous avez fait du coup? On n'a pas contré ça. Après, nous, on fait en sorte que notre offre, elle est tellement simple et facile à utiliser tous les jours pour nos clients français, espagnols, portugais. Qu'il faut juste la faire connaître, en gros. Voilà. Mais quand même, c'est quand même un frein parce qu'une solution qui est utilisée par toutes les autres banques espagnoles, on ne peut pas encore la proposer. Alors, on se bat beaucoup. J'espère qu'un jour, on pourra le proposer. Mais pour l'instant, voilà, c'est l'un des freins qu'on a pu rencontrer. Allez, tant qu'on parle des galères, moi je veux te poser la question et après on va un petit peu revenir sur Nickel, mais toi, à titre perso, en tant que CEO, c'est quoi la décision la plus dure que tu as dû prendre en 5 ans? Je vais pas te parler de la décision la plus dure, mais du moment le plus dur, peut-être que j'ai vécu. Okay. C'est justement après avoir défini ce plan stratégique, tu vois, c'est une vraie aventure collective. Et puis, quand tu définis un plan stratégique, tout est possible un peu, tu vois. Et puis donc... Tu fais un peu des plans sur la comète, etc. Enfin, voilà, c'est un projet très, très excitant. Moi, j'étais porté en faisant ça, tu vois, et puis je trouvais ça fabuleux de pouvoir viser une telle croissance en laquelle je croyais profondément, tu vois. Et puis, ensuite, en plus, on présente ce plan à la presse. Il est très bien accueilli, relayé. Voilà, tout le monde est à fond. Et puis, le projet 1er janvier 2020, tu vois, c'est la première année, jour 1 du plan. Et puis, le 1er janvier, il se passe rien, le 2 janvier non plus, le 3 non plus. Et tu vois, je commence à me dire, mais attends, mais ce plan-là que j'ai vendu à tout le monde, y compris à la presse, en public, est-ce qu'on va être capable de le faire? Tu vois, j'ai commencé à vraiment... à flipper? À flipper, ouais. À flipper, de me dire, est-ce qu'on va réussir? Voilà. Et là, vraiment, ça a été des moments très très durs pour moi. Comment tu t'en es sorti là-dessus? Comment je m'en suis sorti? D'abord par un élément que personne n'aurait pu imaginer, c'est le Covid, qui d'un coup vient tout percuter. Et si tu veux, à la fois... Me dis pas que tu l'as accueilli, le Covid. Non. D'ailleurs, franchement, moi, je fais partie de ceux qui ont été les derniers à comprendre qu'il allait avoir un confinement et qu'on n'allait pas pouvoir retourner au boulot. Enfin, si tu veux, jusqu'à ce que j'entende le mot « nous sommes en guerre », j'avais pas trop compris, si tu veux. Et donc voilà, donc je l'ai pas du tout vu venir le truc. Et en même temps, quand ça arrive, je suis choqué. Je suis tout de suite rassuré parce qu'en 24 heures, on s'organise dans l'entreprise pour faire en sorte qu'on continue à servir nos clients, nos partenaires et que tout soit 100% opérationnel et qu'on continue à ouvrir des comptes aussi. Ça me surprenait. On a même continué à embaucher pendant cette période. Donc l'entreprise
a plutôt bien résisté. Et puis moi, je me suis retrouvé à la maison avec beaucoup moins de sollicitations, peut-être un peu moins de fatigue aussi, et puis de me dire, bon, finalement, les cartes sont tellement rebattues que à un moment, si jamais je faisais pas le plan, bon, bah, tu vois, enfin, il y a aussi les conditions de marché font que aussi ça peut expliquer ça. Et en fait, pendant le confinement, il va y avoir un de nos concurrents qui va arrêter son offre, c'est Sésame, qui était un produit qui ressemblait beaucoup à Nickel, mais vendu dans les supermarchés Carrefour. Okay. Et à ce moment-là, Sésame nous approche pour reprendre leur fonds de commerce, leur clientèle. Ah, vous avez racheté Sésame, du coup. On a racheté Sésame, ouais, pendant le confinement. Donc, on fait tout le deal en plein confinement. Donc, c'est assez donc, que étonnant. en visio, quoi. Ouais, tout en visio. Toutes les négos se font en visio. Tout le projet est mené en visio. Et donc, le projet... et donc, dès juin, on accueille les clients Sésame, et ce qui fait un surcroît de croissance immédiat pour nous. Et à ce moment-là, je comprends qu'en fait, le plan, il est possible et on va le faire. Donc voilà. Donc, tu veux, il y a un choc qui arrive qui fait que bon, moi je me recentre un peu sur l'essentiel et j'oublie un peu les enjeux du plan en me concentrant sur faire tourner la boîte. Il y a cette opportunité qui arrive qui fait qu'on a d'un coup un surcroît de croissance et où je me dis, d'abord on a été capable de faire ce projet et en plus finalement la croissance elle est possible. Et donc voilà. Et à ce moment-là, je retombe sur mes pattes en juin. Gros regain d'énergie. Voilà. Ok. Je suis sûr qu'il y a eu d'autres moments difficiles. Tu n'as pas la science infuse, dis-moi si je me trompe. Non. Non, je voulais juste savoir à quel point l'entourage est important, qu'il soit pro comme perso. Je veux savoir, est-ce que tu t'es entouré de personnes où, dans ces stress-là, on sait qu'on peut être acculé par nos émotions et tu vois, avoir la vue brouillée, quoi, ne plus rien y voir. Je veux comprendre un petit peu, est-ce que tu as des tips à partager là-dessus? Est-ce qu'il y a des discussions par moment, j'invente, hein, ça peut partir une semaine sans téléphone et juste faire le vide. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui, toi, t'ont permis de repartir d'aplomb et de pouvoir assumer le plan? Ouais. Bon, la première chose, c'est que j'ai la chance d'être très bien entouré. Déjà, familialement, j'ai ma femme qui m'accompagne beaucoup et qui comprend aussi les enjeux. C'était une question en dédicace à ta femme. Exactement. Voilà. Bah, tu vois, souvent, je la fais. Je le fais. Non, ce qui est drôle, c'est que même avec mon fils, ça m'arrive de discuter de Nickel et lui-même me soumet parfois des idées. Okay. C'est assez rigolo parce que parce qu'il est naïf. Elles sont parfois assez pertinentes. Exactement. Bah oui, et c'est une très bonne chose, la naïveté. La façon qu'il a de m'interroger est très pertinente. Donc voilà, donc j'en discute aussi en famille. Alors j'essaie de pas trop les saouler non plus, mais quand les moments sont un peu plus difficiles, j'ai la possibilité de le faire et puis je suis très soutenu de ce point de vue-là. C'est le cas aussi avec mes parents, mes frères, bref. Donc j'ai un socle familial qui m'appuie beaucoup. Et puis ensuite, dans l'entreprise, j'ai aussi toute une équipe qui m'entoure, notamment une personne qui m'a accompagné durant ces 7 ans, qui est Marie de Grand-Guillot, que j'en profite pour saluer parce que on s'est beaucoup soutenus mutuellement. Elle m'a énormément apporté et ça a été une confidente de tous les instants, quelqu'un sur lequel j'ai pu beaucoup m'appuyer et puis j'espère qu'elle a pu aussi s'appuyer sur moi quand elle en avait besoin. Donc on s'est beaucoup soutenus l'un l'autre. Et puis autour de nous, il y a aussi toute une équipe rapprochée qui est aussi passionnée que nous par cette aventure et qui nous a beaucoup soutenus. Donc voilà, quand les moments sont difficiles, t'as déjà en fait, c'est que j'en parle autour de moi. Un pool de personnes. Voilà. Et puis j'ai aussi des interlocuteurs au sein du groupe qui me font confiance et auprès de qui je peux parler assez librement. Et ça, c'est aussi une des forces où je trouve que on cache rien de nos succès, évidemment, mais non plus de nos difficultés. Et donc, on a un discours qui est très fluide et très sain, avec toutes les parties prenantes de l'aventure Nickel, avec nos partenaires buralistes, avec nos actionnaires et donc BNP Paribas. Bref, on a un discours qui est vraiment... Enfin, on a un dialogue qui est très sain. Enfin, je suis d'accord que c'est sain et en même temps, je trouve ça dur à croire. Et dis-moi si je me trompe, mais un dirigeant a le droit d'émettre les doutes auprès de ses équipes. Je vais aller plus loin. Ces doutes peuvent engendrer des mauvaises émotions auprès du dirigeant comme auprès de ses équipes. Tu as le droit d'exprimer tes émotions auprès de tes équipes ? Le droit, tu le prends, mais en tu tout cas, moi, ça je me l'accorde, ce droit, effectivement. Okay. Et à la limite, je trouve ça presque plus stressant quand tu as un dirigeant qui n'ose jamais afficher qu'il puisse se tromper, qu'il puisse douter, que de mon point de vue, c'est presque plus stressant parce qu'on est tous humains et on est tous faillibles. Et donc, voilà. Alors après, évidemment,
Je vais pas partager mes doutes dans un call avec toute l'entreprise en disant voilà, je suis pas sûr de ça. Voilà, donc tu sais à qui tu peux plus ou moins t'ouvrir, le faire de. Mais la solitude du dirigeant, de limite, je dois tout garder pour moi et rendre des comptes à mon board, en fait, tu le vis pas forcément. Tu as une proximité avec tes équipes qui fait que tu peux être un peu plus open, quoi. Ouais, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je suis incapable de toute façon de garder mes émotions pour moi-même. Je souffre trop. Donc peut-être d'ailleurs que je partage trop avec les équipes parfois. Hein, ça peut être aussi la contrepartie. Moi, je mais en trouve tout cas, on a un dialogue hyper ouvert. Mais tu te rends compte que c'est pas si fréquent? Oui, ouais, je sais. On est d'accord. Ah ouais, tout à fait. Ok. Et même mais j'assume de le faire. Vraiment, j'ai pas de problème à partager mes doutes ou mes propres questions. Vraiment. Le plan, il était sur quoi? Sur 5 ans quand tu es arrivé en 2019? Ouais. Ok, donc 2024, tu disais 4 millions. Ouais. Bon, si aujourd'hui vous êtes à 5, voilà, vous l'avez fait. C'est quoi la suite? C'est quoi les ambitions là? La suite, et justement. Qu'elle t'excite? Et justement, on est en train de l'écrire. Et j'aurai bientôt l'occasion de la présenter. Mais globalement, le succès de Nickel, il est extraordinaire. Si tu veux, il y a un niveau de satisfaction client, un bouche à oreille qui se fait, qui fait qu'on a toujours plus de clients qui nous rejoignent. Je vais te donner juste un chiffre. On ouvre près de 70 000 comptes par mois aujourd'hui. Oh, wow. Faut se rendre compte de ce que c'est. C'est une ville entière en fait qui chaque mois ouvre un compte de plus chez de 2000 nous. par jour. Enfin ouais, 2002 par jour. Quoi. Ouais, voilà. Donc c'est hyper impressionnant. Si tu mets tout le monde dans un stade, ça remplit quand même quelques gradins. Et donc ce succès-là, il s'est jamais démenti depuis le lancement en 2014. Donc on souhaite prolonger cette croissance en apportant un service hyper utile à tous nos clients, c'est-à-dire qu'on leur permet de gérer leur argent le plus sereinement, le plus simplement possible. Et en même temps, la suite, c'est aussi on a démocratisé, si tu veux, l'accès à un compte et à une carte. Et on veut démocratiser plus largement les services financiers en général. Et donc, on a commencé aussi à explorer des territoires comme l'épargne, le crédit, l'assurance et peut-être même au-delà. Donc là, vous devenez une vraie banque. Pas vraiment, parce qu'on le fait toujours un peu différemment. Oui. Alors, vous serez physique et digital. Pas forcément. Okay. Si vous voulez, nos clients peuvent déjà, en tout cas, certains de nos clients peuvent déjà souscrire un microcrédit chez nous, peuvent déjà souscrire un compte épargne, et on le fait en partenariat avec d'autres acteurs qui, eux, ont la licence et qui sont spécialistes de ces domaines-là. Mais dis-moi si je me trompe, c'est là où vous bénéficiez de la force de frappe du groupe BNP Paribas, non? C'est sûr. Enfin là, tu as une solution, demain, elle peut être mise en place. BNP Paribas a une quantité de solutions à proposer à nos clients qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, pour rien te cacher, tu me disais avec quelle mission je viens en 2019. Pour BNP Paribas, c'était clair que l'une des missions, il y avait quand même déjà 1 200 000 clients qui avaient ouvert un compte. Et donc, l'une des ambitions que me partagent les dirigeants du groupe, c'est de dire, si on peut vendre plus de solutions du groupe à ces 1 200 000, ce sera déjà pas mal. Et en fait, au début, d'ailleurs, on leur dit, non, c'est pas ce qu'on va faire. On va ouvrir des comptes. Parce que pour l'instant, l'entreprise n'est pas suffisamment grande, suffisamment solide pour faire plusieurs choses, pour mener de front plusieurs combats. Maintenant, on a beaucoup grandi. Ça risque d'empiétrer votre service primaire. Okay. Exactement. Ça risque de nous défocaliser sur ce qu'on sait très bien faire, c'est ouvrir des comptes. Et donc, on a décidé de se concentrer là-dessus sur le premier plan. Aujourd'hui, qu'on est beaucoup plus grand, on est passé de 300 à 900 personnes, donc ça offre plus de moyens. On a aussi des résultats qui nous donnent des moyens supplémentaires. Et donc, aujourd'hui, on est capable de faire ces investissements pour aller apporter plus de services à nos clients et de le faire avec le groupe BNP Paribas, mais aussi éventuellement avec d'autres partenaires si on considère que c'est pertinent. Par exemple, on a considéré que certains de nos clients souhaitaient pouvoir envoyer de l'argent partout dans le monde de façon très simple. Et donc, on a fait un partenariat avec RIA Money Transfer et Money pour offrir ce service-là. Et tu vois, pourtant, ce ne sont pas des entités du groupe. Il y a une entité dans le groupe BNP Paribas qui fait des virements internationaux comme ça? Alors, des virements internationaux, oui, mais pas de la remittance. Ouais, parce qu'en fait, c'est du account to account, je crois. C'est ça leur business model. C'est pour ça qu'ils prennent pas de frais. C'est qu'il n'y a pas d'argent qui sort du pays, en fait. C'est alors des que comptes, là, on fait du account to cash ou du account to account et demain, on espère faire du account to wallet aussi parce qu'il y a pas mal de wallets qui sont développés. Voilà, donc on fait ça, mais tu vois, on le fait avec un partenaire externe. Effectivement, c'est pas un métier de BNP Paribas, ça. J'ai une petite question. On l'a archi pas préparée, mais on verra.
Est-ce qu'il y a une vocation de couvrir le territoire africain? Et si je pose la question, je m'explique, c'est qu'il me semble qu'il y a énormément de fintech. D'ailleurs, ce sont les premières qui se sont lancées sur tous ces services-là parce que c'est un continent qui est peu bancarisé. En tout cas, bon, je dis ça, il y a tellement de pays qu'il y a autant de règles différentes. Voilà, j'ai cette vision globale. Peut-être que je suis biaisé, mais est-ce que c'est un sujet que vous avez exploré et quelles sont les conclusions, cher Thomas? Alors oui, on a regardé. Et en fait, aujourd'hui, on a décidé de concentrer notre développement en Europe parce qu'on peut utiliser notre licence française pour se développer dans d'autres pays de l'Union européenne, parce que c'est la même monnaie. C'est une réglementation qui, dans tous les pays, est très, très similaire, très proche. Et aller sur d'autres continents, que ce soit Amérique, Afrique, c'est aussi un autre métier, d'autres concurrents, d'autres réglementations. Donc là, c'est vraiment profiter de l'Europe, mais aussi de la force du groupe. Exactement. Ok. Et sachant que le groupe lui-même a une très forte présence européenne. Voilà. Donc on se concentre pour l'instant là-dessus. Après, on n'exclut pas un jour d'aller explorer d'autres territoires. Hein, mais, Alors, je dis ça comme ça, mais BNP est bien présent au Maroc. Hein. Je dis ça comme ça. Allez, on fait un avantage. J'ai une petite question que je ne t'avais pas posée. J'aurais dû te la poser dès le départ. Au niveau légal et fraude, comment vous gérez ça? Est-ce que c'est un gros sujet en interne pour vous? Alors d'abord, vraiment, l'ADN initial de Nickel, c'est ça, c'est de pouvoir d'avoir un rôle très inclusif et de pouvoir accueillir tout le monde. D'ailleurs, notre slogan, hein, c'est Nickel, le compte pour tous. Donc on est très fiers de ça. Mais Nickel, c'est aujourd'hui bien plus que ça, bien sûr. Donc voilà, donc c'était vraiment notre modèle de départ. Et c'est aussi le savoir-faire que Nickel a développé, les innovations qu'on a apportées sur le marché, pour être capable de servir cette clientèle-là, tout en maîtrisant tous les risques associés. Donc il n'y a aucun risque. À chaque fois, c'est quoi? C'est un système de je sais pas, c'est pas de présélection, mais de checking des informations. On a les mêmes obligations donc que toutes les autres banques en termes de vérification de l'identité des clients, de connaissance des clients. Donc on a exactement le même cadre réglementaire que les banques, mais sauf qu'on y a mis de la technologie pour permettre de faire en sorte que ce filtre il se fait en 5 minutes dès le départ. Voilà. Alors pourquoi Nickel choisit de servir ses clients là où les autres banques le font pas? Parce que Nickel ne porte pas de risque de crédit avec ces clients-là. Et ça, c'est un élément très fort. Ça, c'est la deuxième innovation qu'on a apportée. Donc la première, je le disais, c'est cette capacité à ouvrir un compte en 5 minutes de façon très simple, tout en respectant le cadre réglementaire bancaire. Mais ça, je dirais maintenant, d'autres néobanques ou d'autres acteurs sont capables aussi de le faire. Et la deuxième innovation qu'on a apportée, c'est le fait que le compte fonctionne en temps réel, sans aucun risque pour le client de se retrouver à découvert. Sans aucun risque pour le client, mais aucun risque pour nous aussi. Donc, on n'a jamais de risque de crédit. Donc, on n'a pas peur que nos clients nous laissent une ardoise. Ouais, en fait, les banques, l'un des principaux critères qu'elles vont utiliser, c'est justement ça. C'est de s'assurer qu'elles ouvrent un compte à quelqu'un qui va... parce qu'il y a toujours un risque d'être à découvert dans les banques. Et donc, ce risque-là, elles ne sont pas prêtes à l'accorder à tout le monde. Donc c'est ça la principale différence qui fait que nous, on accepte un public beaucoup plus large que les acteurs traditionnels. Je vais dire très clair. Moi, je vais refaire un petit tour dans ta tête. De toute manière, je crois, si je regarde l'heure, ouais, il nous reste quelques minutes. Bon, je te pose des petites questions et je te laisse répondre à celles qui t'intéressent. Est-ce que tu es un banquier, un entrepreneur, un dirigeant? T'es quoi aujourd'hui, Thomas? C'est pas facile de se mettre dans l'une de ces cases. On adore les cases en France. On adore. Ouais, en fait, je vais te répondre autrement. Je pense que j'ai un peu des trois, en fait. C'est quoi la casquette qui te fait la plus kiffer des trois dans ce cas-là? Moi, je dirais l'entrepreneur. L'aventure en équipe et atteindre des objectifs avec une équipe. Je pense que c'est ça qui m'attire le plus aujourd'hui. Mais je le fais avec mon bagage de banquier et je pense que le métier de banquier, je le prends dans un sens très noble. Le métier de banquier, c'est aussi permettre à tout le monde de pouvoir gérer son argent, d'accomplir ses projets, de réaliser ses rêves. Moi, je le vois vraiment comme ça, le métier de banquier. C'est aussi pour ça que dans mon parcours, j'ai choisi le métier de ce qu'on appelle la banque de détail, c'est-à-dire la banque qui sert les clients particuliers ou les professionnels, enfin, une clientèle très grand public. Parce que, voilà, ça... J'y vois une forme d'épanouissement de me dire que grâce à moi, grâce à nos équipes, on est capable de permettre à des gens
vivre leur vie au quotidien et de réaliser certains projets. Donc c'est ça le métier de banquier, je le vois de façon très noble. Entrepreneur, je l'ai dit. Et le troisième, c'était dirigeant. Mais d'ailleurs, dirigeant aussi, un peu capitaine d'équipe, quoi. Mais tu fais une diff, toi, aujourd'hui, entre entrepreneur et dirigeant, ou étant donné que tu es entrepreneur, mais tu n'es pas arrivé à 0, tu es arrivé à l'étape 1 ou 2. Ouais. Tu vois, est-ce que tu restes quand même entrepreneur quand il faut lancer des nouveaux produits, explorer de nouveaux marchés? Oui, mais d'une certaine façon, j'ai été aussi dirigeant et d'une certaine façon, je le suis encore comme meneur d'équipe, on va dire. Et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis aussi. Tu as passé 22 ans chez BNP Paribas, le groupe. Ouais. Il y a eu cette belle opportunité, tu l'as saisie. Si elle était arrivée, cette opportunité, 5 ou 10 ans plus tôt, est-ce que tu penses que tu aurais pu la saisir ou pas? Alors, la question se pose un peu différemment. En tout cas, avant qu'on me propose Nickel, j'avais marqué de l'intérêt pour Hello Bank quelques années plus tôt. Ah. Donc, mais Bertrand est arrivé entre-temps. Exactement. Voilà. Et puis avant Okay. Bertrand, d'autres aussi. Donc il y avait cette ambition quand même. Ouais, il y avait cette ambition de me dire l'avenir de la banque, il est probablement avec des technologies digitales. Et je voyais bien que les banques traditionnelles commençaient à se créer un fossé entre les attentes des clients et la capacité des banques traditionnelles à transformer leur modèle de service, leurs agences, etc. Et donc, j'ai toujours été attiré par des modèles un peu alternatifs. Pour te dire, d'ailleurs, en 2000, je suis dans le groupe BNP Paribas dans les équipes marketing et il y a un projet qui se lance qui s'appelle The Bank, de créer une banque en ligne. Alors, à l'époque, c'est avec le Minitel et Internet, quoi, tu vois. Ouais, puis il a bu l'Internet un an après. Magnifique. Mais en tout cas, j'avais posté... le groupe le sait pas, mais je vais dire à Thierry Laborde de se boucher les oreilles. Mais en tout cas, en 2000, je postule pour aller chez The Bank et finalement, je suis pas pris. Mais ce qui est marrant, c'est que pas mal des investisseurs, pas mal des porteurs du projet The Bank ont ensuite financé Nickel. Donc c'est assez drôle à la fin de me dire que je me retrouve dans ce projet-là. Donc voilà, donc tout de suite, je me suis intéressé à des modèles alternatifs qui permettent d'apporter à la fois un meilleur service aux clients, moins cher. Et donc c'est comme ça que j'ai manifesté de l'intérêt pour Hello Bank et que je me suis toujours intéressé à toute l'innovation qu'on pouvait apporter dans le domaine de la banque. Et donc voilà. Alors j'ai pas postulé chez Nickel, j'avais jamais levé la main, mais je pense que c'est aussi comme ça. Comme j'avais levé la main pour Hello Bank, bon voilà. Ça se trouve, ils le savent en interne, hein, que t'as apply en 2000. Et ils le gardent depuis 20 ans en se disant Peut-être, ouais, on le garde ou pas? Et là, ils se disent bon, bah, il y a Nickel, donc c'est bon. Je veux savoir, je te titille un petit peu dedans. Est-ce que ton envie de créer un produit, un service from scratch, est-ce que c'est quelque chose qui, j'ai compris que ça ne l'était pas? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois que tu crées ou que tu reprends une entreprise et que tu perdure ou perpétuer en tout cas une culture. Ouais, j'avais les deux mots qui s'entrechoquaient. Je me suis dit ça va pas être français. Bref, je la pose très vite ma question. Est-ce que si on se parle dans 10 ans, Thomas, est-ce que c'est possible que tu aies monté une autre boîte ou pas? La vie est longue. Pourquoi hein. pas Okay. Pourquoi pas? En tout cas, si je le faisais, je pense que je le ferais dans un autre univers, du coup. Voilà, parce que chez Nickel, j'ai déjà cette satisfaction de pouvoir créer de nouvelles offres, de nouveaux services et donc d'innover. Et puis, quoi de plus satisfaisant quand tu développes un projet, de voir que ce projet rencontre des clients et un succès. Donc cet épanouissement, je l'ai déjà chez Nickel dans l'univers bancaire. Voilà, c'est pas impossible qu'un jour je décide de faire autre chose. Mais je pense que si je devais développer un projet moi-même, je le créerais dans un autre univers que la banque. Un truc lié à une passion peut-être? Exactement. Ouais. T'as des passions? Tu veux m'en parler ou ce sera pour une autre fois ça? Non, je peux en parler. L'une aussi des façons que j'ai, tu m'as demandé comment je pouvais gérer mon stress et ce niveau de responsabilité qui peut être le mien aujourd'hui. Je t'ai répondu que je le partage avec des équipes d'abord. Mais personnellement, je l'évacue aussi dans le sport. Donc, je cours beaucoup. Je fais beaucoup de vélo. Voilà, c'est une autre façon de canaliser son énergie, de se recentrer. Et puis, il a un magnifique vélo. Je ne vous spoil pas, mais il est magnifique. Et ce n'est pas un monocycle. Il est dans la pièce, là. Voilà. Mais donc ça permet, si tu veux, ça permet de se sentir vivant autrement. Enfin, bref, donc je l'évacue aussi dans le sport. Et donc, si un jour je devais créer une entreprise, ce serait plutôt dans cet univers-là. Tu as eu 22 ans chez BNP.
Ça fait donc 6 ans, 7 ans que tu diriges une boîte où aujourd'hui, tu me disais que vous êtes combien, excuse-moi, aujourd'hui? 900. 900, donc c'est pas mal. Tu as repris des boîtes donc, en Ukraine, en Guadeloupe. Tu as dû t'adapter à des cultures. Vous avez ouvert 4 marchés. On peut dire clairement que tu es entrepreneur aujourd'hui. Ma question est toute simple. Elle n'est pas si simple. Du coup. Finalement, tu vois. J'allais dire, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? J'étais suspendu, là. Non, mais est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? La réponse est non, je la connais. Maintenant, je vais la poser différemment. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs en France qui sommeillent et qui ne savent pas leur potentiel de pouvoir devenir entrepreneur et exécuter leur vision? Moi, ça, j'en suis convaincu. Il y a plein de freins qu'on se fixe nous-mêmes sur notre capacité à entreprendre. Il manque quoi à ces gens? Passer 22 ans chez BNP Paribas? Il peut manquer plusieurs choses, mais l'une des choses essentielles, ou en tout cas l'un des freins que moi j'ai pu avoir moi-même, c'est peut-être la confiance en soi. Et c'est déjà clé, si tu veux, quand tu veux te lancer. Je pense que c'est un moteur essentiel, la confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, en tout cas, je travaille en permanence. Et il y a un truc que tu recommanderais au Thomas d'il y a 22 ans? Généralement, c'est pas, oublions BNP Paribas, mais juste toi, qu'est-ce qui fait que tu pourrais prendre confiance en toi plus rapidement, peut-être prendre des postes à l'étranger plus rapidement, oser, parce que souvent, la confiance rime avec audace. Allez, c'était ma dernière question. Mais qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil, inspirer un max de personnes qui doutent à se lancer? Très franchement, j'ai pas beaucoup de regrets dans mon parcours. Donc, à refaire, je referais volontiers le même, en vrai. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais le conseil, en tout cas, que je donnerais, que je me donnerais à moi plus jeune et que je donnerais à d'autres, c'est que la confiance en soi, ça se travaille. Ça se travaille en parlant avec son entourage, avec ses pairs, avec ses équipes, avec sa famille. Parce que finalement, les autres nous voient souvent avec beaucoup plus de bienveillance que nous-mêmes. Tellement vrai. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai développé ma confiance. On t'a renvoyé de la valeur. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est aussi avoir une boussole. Avoir une boussole, c'est avoir des valeurs, avoir des choses qu'on a envie de faire, où on sait qu'on est bon et qu'on aime. Voilà, savoir ce qu'on veut faire. Et donc, moi, tu vois, dans mon parcours à la banque, à un moment donné, quand je sors de l'inspection générale, j'ai plein de métiers qui me sont ouverts d'une certaine façon. Et je fais le choix de la banque de détail pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que c'est un métier qui permet à tout le monde de pouvoir gérer son argent, réaliser ses projets, ses rêves. Donc voilà, c'est un métier qui est simple, que je comprends, qui me plaît. Et donc, je me suis lancé là-dedans, qui n'était pas forcément le métier le plus en vogue à l'époque, d'ailleurs, dans un groupe comme le nôtre. Donc voilà. Mais, et en fait, dans tous mes postes, à chaque fois, je me suis dit, ça pourrait être quoi le prochain? Ça pourrait être quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Et donc, et du coup, à chaque fois que les opportunités se sont présentées, j'étais déjà prêt soit à dire non, soit à dire oui, mais très vite. Et donc, c'est comme ça que quand on m'a proposé Nickel, j'ai répondu oui tout de suite. À tel point d'ailleurs qu'on m'a dit réfléchis un peu quand même. Et je dis non, mais c'est bon, je suis prêt. Et donc voilà, donc quand on me l'a proposé, j'étais prêt. Est-ce que j'aurais été prêt 4 ans plus tôt? Peut-être. Mais en tout cas, c'est arrivé aussi à un bon moment pour moi. T'as dit tellement de choses. La toute première que t'as dite, et t'es passé vite dessus, mais c'est un super vrai conseil pour moi, c'est d'agir sans regret. Et ça, c'est un truc... pour ça, il faut se connaître, et tu l'as aussi dit, noter ses valeurs. Tu l'as fait à l'écrit et tout, noter tes valeurs pour essayer d'être sûr d'être... Tu le fais encore aujourd'hui, ça, d'ailleurs? D'ailleurs, chez Nickel, nos valeurs, elles ont été écrites par les fondateurs. C'est universalité, utilité, simplicité, bienveillance. Et à chaque fois qu'on développe quelque chose, qu'on crée un nouveau projet, qu'on imagine la suite, on se dit, est-ce que ça rentre bien dans le filtre de ces valeurs? Et je trouve que c'est hyper important d'être très aligné, parce que du coup, quand ça secoue dehors, quand il y a une crise... et que tu sais pourquoi tu es là, quand tu sais que tu as raison d'être, ça t'aide vachement à trouver les bonnes solutions. Je ne vais pas te relancer parce que là, on va se faire taper sur les doigts avec ce retard. Moi, je termine là-dessus, mais parce que sache une chose, c'est que je suis quelqu'un qui doute au quotidien, que toutes les questions que je te pose, tu peux dire, bon, le gars, il a un peu peur ou quoi? Oui, il a peur. Et donc vraiment, merci. On a tous peur. Non, mais merci de l'inspirer. Et en vrai, tout ce dont tu parles, moi, c'est un exercice que je suis en train de faire actuellement, parce que j'ai aussi un autre projet, mais qui est aussi de noter mes valeurs et de voir les différents chemins, à quel point je retrouve un petit peu ces zones de passion et me sentir utile. Et bref, merci à tous de nous avoir écoutés. Un grand merci, Thomas. Ce serait dommage de terminer comme ça. Un grand merci, à toi. D'avoir inspiré un max de personnes, moi le premier.
Bon chance pour la suite. Et Merci. hâte de voir les nouveaux milestones. Tu nous as pas donné de chiffres, hein, mais si vous êtes à 5 millions aujourd'hui et que tu as fait ça sur les 5 dernières années, te connaissant sur les 6 dernières années, je pense que l'ambition est un peu plus grosse sur les 5 ou 6 prochaines. Je me trompe ? Non. Hâte de voir la suite. À la semaine pro pour un nouvel Merci épisode. beaucoup. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.